Bonjour, heureux de vous retrouver cet après-midi de plus en plus nombreux dans ce programme consacré au débat d'IAF TV en ce dimanche 28 février 2021. L'épineuse question des coûts de réalisation des travaux de construction de nos stades, de nos routes et du manière générale de nos infrastructures au Cameroun fait couler davantage d'encre encore ces derniers jours avec la demande d'un prêt d'un peu plus de 50 milliards de francs CFA pour achever les travaux du complexe d'Olembe. Entendez donc que Olembe, c'est une bourgade au nord de Yaoundé, la ville qui abritera dans l'un des stades les plus chers d'Afrique. Et à côté donc, de cette thématique, nous aborderons aussi le problème qui a fait aussi, il y a quelques semaines, couler d'encre. C'est la collecte des fonds de survival Cameroun, la collecte qui permettait donc au parti MRC avec ses alliés d'apporter leur soutien aux Camerounais qui sont en ce moment même durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale. Pour discuter donc de ces questions, deux consultants experts de DIAF TV qui ne sont plus à présenter, chers web téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV. Nous avons donc l'honneur cet après-midi d'avoir sur notre modeste plateau du débat DIAF TV, Joël Didier Ngo, qu'on ne présente plus. Il est président donc, du comité de libération des prisonniers politiques. Joël Didier Ngo, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de DIAF TV. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci. Alors, avec Joël Didier Ngo, cet après-midi, nous avons quelqu'un qu'on présentait autrefois sur DIAF TV avant que la pandémie ne vienne bousculer nos habitudes. Il est donc de retour sur le plateau de DIAF TV, un des meubles de votre média, Abdelaziz Moundé. Abdelaziz Moundé, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de DIAF TV. Bonjour, mon cher Agigassa. Bonjour à Joël Didier Ngo. Bonjour aux téléspectateurs et internautes de DIAF TV. Alors, chers consultants de ce programme de débat DIAF TV, avant donc d'entrer de plein pied dans les deux thématiques de cet après-midi, je voudrais quand même vous interpeller sur une situation qui est de plus en plus préoccupante du côté du Cameroun. C'est celle qui consacre la crise sanitaire actuelle. On a donc des échos qui nous viennent du Cameroun sur une espèce de recrudescence assez inquiétante quand même de la crise sanitaire, avec des gens qui continuent à douter de celle-ci. Je voudrais avoir le commentaire de chacun de vous à ce propos. Je voudrais donc commencer par Abdelaziz. Quel est le commentaire que vous faites sur cette situation du Covid-19 au Cameroun, quand on se souvient qu'il y a quelques temps encore, un grand champion du monde, notamment Lilian Thuram, qui séjournait au Cameroun, où il était reconnu par les notables du Ngondo. Il séjournait et on lui disait Lilian, enlève ton masque, il n'y a pas de Covid au Cameroun. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation? Non, vraiment tout simplement, et tout d'abord et tout simplement que le Covid-19, c'est le nom, enfin ça a l'air barbare comme dénomination, mais c'est le nom d'une maladie qui existe réellement. C'est une maladie, malheureusement, qui touche, qui tue, qui s'est répandue à travers le monde entier. C'est depuis novembre 2019 que cette maladie, progressivement à partir de la Chine, s'est répandue. Et par l'effet de la mondialisation, et la mondialisation, l'une de ses caractéristiques, c'est le transport aérien, c'est le tourisme, c'est le déplacement extrêmement rapide, massif des populations à travers le monde, des flux de population. Et bien, par ce biais-là, le Covid-19, donc, qui caractérise un coronavirus, puisqu'il y a plusieurs milliers de coronavirus, donc, la particularité de ce coronavirus, donc, qui est entouré de couronnes, est que, effectivement, elle frappe durement en attaquant notamment les voies respiratoires et que malheureusement, l'Afrique n'est pas hors du monde. Bien au contraire, elle est sur ces routes de la mondialisation. L'Afrique comme le Cameroun. Le Cameroun a des relations étroites sur le plan économique avec la Chine. Le Cameroun a des relations étroites économiques et historiques avec des pays européens, notamment la France. Des populations ont circulé entre novembre 2019 et mars, à partir du moment où au Cameroun, effectivement, on a décidé d'un confinement, c'est-à-dire que le 13 mars, il y a eu 17 mesures par le président de la République qui ont été relayées par le Premier ministre et son ministre de la Santé. À partir de ce moment-là,
eh bien, le Cameroun était touché comme les autres pays du monde. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de coronavirus au Cameroun, c'est que le ministre de la Santé, qui tenait au quotidien, puisqu'on suivait en cela la France, l'autre fameux mimétisme, eh bien, au début, le ministre tweetait et la direction de la Santé annonçait, faisait un tout petit peu le monitoring, donc la surveillance au quotidien des cas de personnes touchées par le coronavirus et des décès. À un moment, on ne le faisait plus. Ni le ministre de la Santé, Manahouda Malachi, qui a été apprécié par certains pour sa visibilité et son action de communication, ni ses services ne communiquaient plus sur le nombre de cas. Pourtant, dans le monde, il y a sur Yahoo, sur Google, sur différentes plateformes, on tient à jour la liste des personnes touchées dans le monde. Et aujourd'hui, dans le monde, on est à des centaines de millions de cas touchés pour des pays comme les États-Unis, des pays comme la Chine, des pays comme l'Iran. On donne des statistiques au quotidien. Moi, je vis en France, on donne des statistiques au quotidien. Au Cameroun, on observe une recrudescence après le championnat d'Afrique des Nations. Bon, voilà. Et il se trouve que pendant le championnat d'Afrique des Nations, la CAN, la Confédération africaine de football, a dû à un moment faire un warning au Cameroun parce que les mesures qui avaient été prises pour réduire le nombre de personnes dans les stades n'ont pas été respectées, notamment pendant un quart de finale ou un demi-finale, je ne sais plus très bien, du CHAN qui opposait le Cameroun à d'autres pays. Donc, en fait, quand il y a une recrudescence, ce n'est pas étonnant. On ne peut pas délibérément décider que le coronavirus n'existe plus dans un pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas concevable. On ne peut pas décider que le coronavirus n'existe plus. Donc, par conséquent, notre pays, comme les autres pays dans le monde, est touché par le coronavirus, mais à des faibles proportions. Je n'ai pas envie d'exprimer des émotions par rapport à ça, puisque une personnalité comme Manu Dibango, le grand Manu Dibango, c'est le plus grand artiste africain du XXe siècle, donc au moins parmi les plus grands. Il est décédé de coronavirus. Évidemment, il était une personne à risque puisqu'il était une personne âgée. D'autres Camerounais, des personnes qui me sont proches, sont décédés de coronavirus. Alors, il ne peut pas me venir à l'idée de dire que le coronavirus n'existe pas au Cameroun ou ailleurs. C'est absolument une folie. Donc, je pense qu'il faut que les uns et les autres se ressaisissent, qu'il s'agit de quelque chose qui touche des vies, qui a déjà emporté des vies, et que nous ne devons pas dire à Lilian Thuram ou à quelqu'un d'autre que ça n'existe pas au Cameroun. Le Cameroun est le sanctuaire de rien du tout. Le Cameroun est un pays dans le monde. Le Cameroun a à prendre des mesures comme les autres pays dans le monde pour pouvoir être préservé du coronavirus. Et ce qu'on observe aujourd'hui est simplement alarmant pour que nous puissions, et Jeff TV fait très bien aujourd'hui, de nous avoir interrogés à ce sujet-là. Merci. Alors, Jody Diengo, il faut dire, je voudrais quand même rappeler que le post qui accompagnait tout à l'heure le propos d'Abdelaziz Mondé est celui de l'artiste Caresse Fosso, qui, je suppose, dans un élan de conscientisation de ses compatriotes, a tenu à informer de ce que c'est sa propre fille qui a été détectée positive et que la pandémie, la maladie est bien réelle. On se souvient également, Jody Diengo, qu'au mois de décembre, l'Afrique et notamment le Cameroun était la destination privilégiée pour les artistes parce que là-bas, il y avait libre cours à toutes les soirées, à toutes les manifestations. Est-ce que finalement on ne peut pas reconnaître, comme disait tout à l'heure Abdelaziz Mondé, qu'il y a eu une espèce d'absence de responsabilité des dirigeants de santé, ceux qui ont la responsabilité de la santé publique au Cameroun dans cette recrudescence aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement les citoyens camerounais? Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi que les responsables de la santé publique au Cameroun continuent à veiller à ce que la pandémie ne continue pas à croître? Oui, nous étions, Abdelaziz là d'ailleurs en a parlé, je pense que sans créer la psychose, du pouvoir créer un affolement, nous étions de ceux qui saluons les biais quotidiens que faisait le ministre de la Santé pour tout le de la pandémie, parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est une pandémie mondiale et il y a une précipitation des personnes et des virus. Une fois qu'on a compris ça, certains d'entre nous qui vivons en France et dans le monde, savent très bien que personne n'est à l'abri. Même s'il faut toujours préciser qu'apparemment en Afrique, tout le monde a été surpris de voir que la pandémie ne prenne pas en Afrique. Dû essentiellement à la jeunesse de sa population et à d'autres paramètres que je ne veux pas énumérer. Mais nous avons été quand même peut-être pas parmi
particulièrement, j'ai été touché par l'alerte qui a été faite par une jeune dame des réseaux sociaux, qui est venue nous rappeler effectivement qu'il y a eu, à partir du moment où il y a un passage, comme ce qu'on a vu pendant le tournoi de la CHAN, enfin, le championnat d'Afrique Oui, des le Chan, oui. nous savions, parce que nous sommes en Europe et nous voyons ce qui se passe avec cette pandémie, que inévitablement, il pourrait y avoir une recrudescence sans le souhaiter au Cameroun. C'est un phénomène tout à fait logique. Maintenant, il faut que les autorités reprennent la campagne de, de sensibilisation et qu'on voit concrètement, parce qu'il faut dire au Camerounais que le Covid-19, comme certains traitaient autrefois des personnes qui avaient le sida, le Covid-19 existe bel et bien. Certains d'entre nous, je ne veux pas faire une affaire, j'ai été contrôlé positif en décembre. Dieu seul sait si je prends des précautions, mais je n'ai pas développé la maladie. J'ai dit ce qu'on appelle un cas contact. Donc, pour leur dire que personne n'est à la et c'est un virus qui est appelé, même s'il y a des vaccins actuels. Simplement parce qu'il y a un brassage de population. Nous circulons, nous rencontrons et inévitablement, il appartient donc aux autorités de sensibiliser et de continuer le travail que faisait, s'il n'était peut-être pas parfait, le travail que faisait le ministre de la Santé, de faire des billets tous les jours, de dire exactement, même s'il n'était pas exact, combien il y a de contaminés, combien il y a de victimes et quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement pour enlever la contamination. C'est tout ce que je voulais dire sans affoler les personnes en leur disant faites attention. Et le Cameroun n'est pas à l'abri. Ils ne sont pas fermés sur le monde. Les Camerounais circulent. Les Camerounais reçoivent des gens qui viennent de l'extérieur. Les gens qui viennent de l'extérieur, le virus est déjà chez eux. Maintenant, donc, ils circulent. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est un problème qui nous touche chacun à titre individuel et nous avons eu des proches qui sont morts et enterrer un des cimetières dans ce contexte-là est vraiment la pire des choses. Vous ne faites pas le deuil comme on le fait actuellement et très violent. D'accord. Merci. Mais alors, une fois que ce constat est fait, on ne saurait ne pas aborder l'autre aspect dans cette pandémie, c'est-à-dire l'absence de place dans les hôpitaux. Parce qu'on se souvient de cette mobilisation à la fois matérielle, humaine et donc financière, et qui nous informait de la mise à disposition de gigantesques espaces de réception des malades lorsque viendra, n'est-ce pas, le point culminant où il faudra les recevoir pour leur donner de l'oxygène. On constate donc, au regard de ce qu'on peut lire dans l'actualité camerounaise, qu'il n'y a plus d'espace pour recevoir les malades atteints, enfin les malades qui nécessitent, n'est-ce pas, de recevoir l'oxygène. Où sont passés ces gros espaces qu'on nous avait annoncés et qui avaient été financés à hauteur de milliards de nos francs CFA? Abdelaziz Mouni. C'est la question que je posée. Oui. Oui, alors la question de la gestion de la pandémie, bon, comme gestion d'une catastrophe ou d'une situation exceptionnelle, n'élude pas celle de la gestion, la gouvernance de la santé au Cameroun de manière générale. La pandémie du Covid-19, de la Covid-19 selon l'expression qu'on utilise, elle tue, elle atteint, elle se répand, la dynamique virale est très forte à travers le monde et notamment le Cameroun. Quand les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure ont été prises en mars, donc les mesures qui ont été prises, les 17 mesures en mars 2020, et étaient des mesures d'urgence. En avril, il y a eu des mesures qui tendaient à être des mesures plus structurelles. Entre-temps, il y a eu la pression d'un certain nombre de groupes économiques, entre autres les brasseries du Cameroun. Vous savez que les brasseries sont l'un des plus gros contributeurs, sinon le plus gros contributeur fiscal au Cameroun, avec un peu plus il y a 600 milliards de chiffre d'affaires et 300 milliards de francs CFA d'impôts et taxes diverses qu'elles reversent. Donc, il fallait relancer l'activité économique par ce biais-là.
Et d'un autre côté, il y avait également le risque qu'au niveau du budget de l'État, qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs. Remarquez qu'entre-temps, le Cameroun était l'un des pays africains de la zone CEMAC déjà, et le pays africain de manière générale, qui n'avait pas encore fait de collectif budgétaire à temps pour corriger les prévisions, puisque un budget, c'est une prévision, de la loi des finances 2020, c'est-à-dire que votée en 2019, qui est entrée en vigueur en janvier 2020. Donc, on n'avait pas fait de correction, et ce n'est que plus tard qu'il y a eu une ordonnance du président de la République pour corriger cela. Tout cela pour dire que la question du pilotage à vue pointe toujours. On dit gouverner, c'est prévoir. En l'occurrence, on va dire que puisque c'est une pandémie, une catastrophe, on ne pouvait pas prévoir. Mais il y a des mécanismes pour prévoir des crises. On a vu qu'un certain nombre de pays européens, même parmi les grandes puissances, ont été débordés. Mais on voit très bien aussi que sur le plan de la logistique, parce que il y a d'autres éléments qui ont échappé sur le plan scientifique pour caractériser la pandémie, sa circulation, sa dynamique virale. Il y a eu des débats entre scientifiques, vous avez vu entre Didier Raoult en France et les autres. Donc, au niveau logistique, il y a eu une adaptation progressive. Ça s'est traduit justement par la mise à disposition massive et gratuite des masques, par exemple, pour un certain nombre de pays, y compris en Afrique. Ça s'est traduit et le Cameroun a pris ce pli-là par la mise en place de centres dédiés. Le Nigeria, le Rwanda en ont donné un exemple hautement positif. Le Cameroun a choisi, dans divers stades, par exemple, d'avoir des endroits géants où on allait parquer des malades. Vous avez vu que ces endroits ont été démantelés quand le CHAN a été confirmé, le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun a été confirmé. Donc là, on a privilégié la question sportive à la question sanitaire. Vous voyez très bien qu'il y a eu un inversement de paradigme dans le monde. Beaucoup de pays ont privilégié la santé plutôt que l'économie. Les grandes puissances ont fermé, ont été confinées. Aujourd'hui encore dans le monde, il y a un certain nombre de pays confinés parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a privilégié la santé à l'économie. Chez nous, le choix inverse a été fait. Cela a impacté la gestion de la crise. Deuxièmement, sur le plan logistique, on connaît les problèmes structurels de notre système de santé. Les hôpitaux de référence, il y en a combien dans notre pays? Je veux dire les hôpitaux de référence fonctionnels qui peuvent accueillir des malades en grand nombre, tout au moins en nombre, en flux régulier pour pouvoir effectivement les oxygéner, les réanimer. Vous savez que c'est une maladie qui a trait vraiment aux questions respiratoires. Cela, s'il y a des cas importants au Cameroun qui demandent effectivement une assurance respiratoire, on va frôler la catastrophe puisque nous sommes en sous-capacité. La question de la transparence au niveau de la gestion publique, elle est d'abord une question légale, puisque je rappelle très souvent dans mes interventions la loi de juillet 2018 portant code de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques, qui littéralement enjoint les pouvoirs publics, dans le cadre de l'accès à l'information, dans le cadre du contrôle et de la redevabilité notamment, d'informer le public. Donc sur le plan légal, le gouvernement doit être obligé d'informer le public sur la question. Comment on gère? Quelles sont les places, donc les lits à disposition? Quelles sont les mesures précises qui sont prises pour gérer la catastrophe? Ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas encore constaté ce témoin. Joël Didier Ngo évoquait tout à l'heure, effectivement, nous l'avons salué, lui, sur sa page, comme effectivement d'autres personnes concernées par l'excision du Cameroun, de Manaouda, mais ce sont des effets de communication. Nous sommes là dans des questions de gouvernance sanitaire qui demandent une transparence, qui demandent un pilotage de manière structurelle et de manière structurée de ces questions-là. Et dans le cas d'espèce au Cameroun, on a vu, pour terminer sur cette séquence, que le gouvernement avait fait une sorte de coup de cœur. À ce jour, ni l'Assemblée nationale, parce que j'ai vu que des députés camerounais ont fait une pétition pour répondre à des députés américains, ni l'Assemblée nationale, qui, au titre de l'article 25 de la Constitution, a des prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale et donc de mise en place de commissions d'enquête parlementaires, entre autres, ou de pouvoir auditionner le gouvernement sur la gestion, ni l'Assemblée nationale ne l'a fait, ni le Sénat, dans le même cadre, et encore moins un certain nombre d'entités qui sont chargées effectivement d'une façon ou d'une autre de veiller sur la régularité de l'action gouvernementale ou tout au moins de la gouvernance dans le domaine sanitaire. Donc, je pense que votre question est
totalement lié à des aspects structurels de notre système de santé qui est profondément malade, malgré effectivement quelques succès, notamment en termes d'ophtalmologie, un hôpital qui a été récemment installé à côté de Yaoundé, malgré le dynamisme et la volonté des médecins, notre système de santé, comme on le sait, est malade. Et donc, en période de pandémie comme celle-ci, on ne peut qu'avoir le flou que vous pointiez tout à l'heure et qui demande à être non seulement corrigé, mais être profondément réformé. Merci. Donc, alors, je disais, gros, sur la question, un système de santé profondément malade, une gestion de notre santé publique qui est forcément à l'image de la gestion du pays. Vous confirmez ces affirmations de Abdelaziz Mondé? Évidemment, j'approuve toute l'argumentation d'Abdelaziz et je n'ai rien à ajouter, mais simplement, je dirais simplement que le Covid est venu démontrer la capacité des pays. Déjà, vous voyez comment des pays développés sont débordés par les pandémies. Je vais donner l'exemple en France aujourd'hui. Sachez que si vous devez faire une opération, on est en train de différer les opérations parce que les hôpitaux doivent prioritairement accueillir les malades du Covid. C'est dire que face à un pays comme le Cameroun, qui a, et nous ne nous cachons pas, qui a déjà un système de santé chaotique comme ce qu'on voyait, sans infrastructure, la question que nous nous posions au début de la pandémie, c'est est-ce qu'on sera en mesure d'accueillir éventuellement tous les contaminés si ça se présente comme ce qu'on a vu en France ou aux États-Unis. La question est, la réponse est donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui avec ce qu'on a? La seule solution, c'est comme je le disais au départ, c'est de sensibiliser, de faire de véritables campagnes de dépistage et de sensibiliser les gens en leur disant simplement que la COVID n'est pas une création qui circule simplement dans les pays, comme ils disent, les pays des Blancs. Ça concerne le monde entier et il vaudrait mieux se prémunir, faire des vraies campagnes en distribuant des masques, en faisant tout ce qu'on fait ici, que d'avoir à se retrouver dans un monde où les hôpitaux sont d'une manière ou d'une autre. On ne va pas reconstruire des hôpitaux au Cameroun. On est dans un système qui est défaillant parce qu'on n'a pas des infrastructures qui sont appropriées. Et les infrastructures n'existent même pas. Et quand elles existent, elles n'ont pas été faites de telle sorte qu'elles puissent répondre à des catastrophes comme celles-ci, des catastrophes pandémiques comme celles-ci. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et merci donc pour vos deux analyses et même commentaires, enfin analyses et commentaires sur cette situation de recrudescence de la pandémie du Covid-19 en ce moment même au Cameroun. Je vous propose actuellement donc de commenter une deuxième actualité qui aura fortement alimenté la presse occidentale et africaine ces dernières 24 heures. C'est la condamnation donc de Vincent Bolloré en France. En France, ça peut paraître curieux qu'on parle d'une condamnation en France de Vincent Bolloré, alors qu'on aurait attendu que celle-ci eût lieu en Afrique. Alors, nous avons tous appris il y a quelques jours donc Vincent Bolloré qui avait donc plaidé coupable dans une affaire, dans une accusation de corruption en Guinée équatoriale et c'était en Guinée équatoriale et notamment au Bénin. Monsieur Bolloré espérait donc en plaidant coupable que la peine soit allégée. Malheureusement pour lui, Vincent Bolloré devra passer en correctionnel. Mais quand on peut être donc satisfait de ce que la justice ailleurs, j'ai envie de dire ailleurs, pourquoi? Parce que les faits pour lesquels Vincent Bolloré est accusé se déroulent en Afrique. Mais c'est en France qu'il est condamné. Quelle est la lecture que vous, des personnes dont l'expertise et surtout l'observation n'est plus à discuter de la scène politique africaine, qu'est-ce que vous avez pensé de cette condamnation? Je vais commencer par Joël Didiengo. Je dirais avec beaucoup d'humour que Vincent Bolloré est connaissant. Vous savez qu'on a fait des cas, nous avons fait le tour des ressorts judiciaires de la région parisienne.
simplement parce qu'il ne voulait absolument pas se voir traîner, que Camara soit traîné dans cette affaire. Et on a fait le tour avec Maître Guélé, je vous passe la situation. Donc, pour vous dire que nous étions toujours, et Abdelaziz peut le confirmer lorsqu'on est activiste sur les questions africaines, on a toujours été surpris. En Afrique, il est établi sans affirmer, sans le pointer du doigt, en reconnaissance de la présomption d'innocence, bien sûr, il est unanimement acquis de Vincent Bolloré. Et gagne ses marchés bien et puis établit la réputation de son groupe en Afrique grâce à la connexion et disons les choses simplement à la proximité qu'il a avec les chefs d'État africains. Et nous ne sommes donc pas surpris par ce qu'il ressort de son plaidé coupable devant le tribunal de Paris, qui est en soi une avancée. C'est une avancée. Pourquoi c'est une avancée? Parce que généralement, quand on traitait de ces questions en France, on traitait de certains, on appelle un sentiment anti-français, et comme on présentait généralement les activités de Vincent Bolloré en Afrique, un prolongement de la défense des intérêts français en Afrique, alors que ces activités sont le maillage d'une position qui est là, qui a toujours été dénoncée du Gabon, au Togo, passant par le Cameroun et de la Guinée. En France, quand un juge pose et engage un véritable travail une instruction pour la c'est la première fois qu'on assiste à ça. Et on assiste à cela de manière importante parce que Vincent Bolloré, en plaidant coupable, n'en est pas le trait de tribunal, il plaidait coupable pour que justice. Sous sa puissance en catégorie et éventuellement il paye ses nominations et donc en plus c'est la témérité de sa présence qui fera qu'on sera pour qu'on parle de la situation de comment cette corruption a complètement paralysé le secteur économique d'Afrique où il règne en monopole, pour dire les choses comme elles sont. Dans les ports en Afrique, en Afrique de l'Ouest, il l'a juste avec en Guinée, et qu'on a complètement enlevé un partenaire pour donner la position de parce qu'il avait une proximité avec Alpha Condé qui a permis à Alpha Condé d'être bon, il y a des réélus dans une situation qui est au ainsi de suite, ce sera l'occasion véritablement d'en parler en France, parce qu'en France, il y a une perte totale sur les questions touchant le groupe Bolloré en Afrique, et on avait parfois l'impression qu'on était en activiste qui n'avait aucune connaissance de ces questions, et était juste dans la gesticulation. D'accord. Alors, juste, si Joël voudra un tout petit peu revoir son micro, je pense qu'on avait quelques soucis avec le son de Joël qui n'était pas constant. Pendant qu'il va donc regarder le problème relatif à son micro, je vais donc passer la parole à Abdelaziz. Abdelaziz, on se souvient que dans l'affaire donc au Cameroun de Camaraï, je voudrais, avant de te passer la question, corriger, hein, rectifier. Et d'ailleurs, je pense que Joël Didier l'a rectifié au passage. Il s'agissait donc d'une condamnation de Vincent Bolloré dans le cadre d'une affaire de corruption, plutôt au Togo et non au Bénin, au Togo et en Guinée-Conakry. Alors, je reviens donc vers toi, Abdelaziz, pour rappeler que on se souvient de l'affaire Camaraï, que rappelait d'ailleurs à juste titre tout à l'heure Joël Didier Ngo, où finalement c'est le pauvre conducteur de train qui sera jeté en prison. Aucune enquête jusqu'à ce jour n'a pu prospérer. Et on entend, quand les Africains entendent que Vincent Bolloré est condamné en Afrique, ils sont contents. Pourtant, c'est dans les caisses du Trésor public français que Vincent Bolloré devra déposer 10 millions d'euros, et pas dans celle africaine où il fait ses marchés les plus juteux. Quelle analyse ou quel commentaire vous inspire cette situation? Tout d'abord, Vincent Bolloré est un agent, un sous-traitant, un instrument de la France-Afrique
Vincent Bolloré est un sous-traitant de la logistique française en Afrique. Je fais la distinction entre les deux. La France-Afrique est un système. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont été, et le Gabon ont été les centres névralgiques de ce système-là. C'est un système qui est né dans le train de la décolonisation, entre guillemets, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu ce train qui amenait les pays africains vers l'autonomie, vers l'accès à la souveraineté, je ne dirais pas indépendance, puisque c'est un terme sujet à caution, nous concernant, les pays africains, les pays qui ont dépendu de la France, eh bien, à partir de ce moment-là, la France partait pour mieux rester. Partait pour mieux rester. C'est-à-dire que quand elle partait, c'est qu'elle n'était plus celle qui représentait ces pays-là sur le plan international, celle qui administrait ces pays de façon coloniale, celle qui avait finalement le pouvoir régalien dans ces pays. Le Cameroun est pleinement concerné. Le Cameroun, en 1916, à partir de 1916, la France s'installe officiellement au Cameroun, c'est-à-dire qu'après avoir pris le pas sur l'Allemagne à partir de 1914, et notre territoire est sous mandat de la Société des Nations, ensuite de l'Organisation des Nations Unies, sous tutelle. La France décide de ne pas partir, mais de rester, à travers un certain nombre d'accords. Décembre 1958, décembre 1959 et 13 novembre 1960. Parmi ces accords, il y a des accords secrets, des conventions secrètes qui ont été signées. Les conventions secrètes au sens de ce que, en décembre 58, en décembre 59 et le 13 novembre 1960, il y a des accords qui ne sont pas révélés publiquement. Et ces accords portent notamment sur les questions de défense, de gendarmerie et d'ordre public, parce qu'on réprime, on tue, on massacre ceux qui se battent précisément pour l'indépendance, parce qu'on veut des substances minérales à caractère stratégique. J'insiste sur ce mot, substances minérales à caractère stratégique. Ces substances minérales à caractère stratégique sont notamment le pétrole, sont notamment l'étain, sont notamment l'uranium, sont notamment le tungstène, etc. C'est marqué justement dans cette convention secrète, puisque un certain nombre de chercheurs français et camerounais et internationaux ont pu accéder à un certain nombre de documents avant qu'ils ne soient déclassifiés, qui étaient marqués du sceau du secret défense. Quand j'évoque cela, cet arrière-plan historique, c'est en le lien à Vincent Bolloré. Je le dis pourquoi. Parce que quand vous prenez le cas du Togo, précisément, où, comme le Cameroun, le Togo avait le même statut que le Cameroun. Le président Sylvanus Olympio décide au Togo de ne plus adopter le franc comme monnaie. Il choisit d'avoir une monnaie propre. Et pour cela, mon cher Gingassa, il va être démis de ses fonctions, non seulement démis, mais renversé avec et par le concours de la France. On installe Eyadema Gnassingbé au pouvoir. Donc, tout le monde a un carteron d'officier. Ensuite, Gnassingbé Eyadema au pouvoir. Gnassingbé Eyadema, c'est le père de Faure Gnassingbé. C'est le père de Faure Gnassingbé. Et Faure n'est président que parce qu'un président a été appelé Gnassingbé Eyadema au Togo. Alors, le Togo comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire comme le Cameroun, sont les terreaux, comme je l'ai dit, d'expérimentation de cette logique-là, donc de collusion entre les dirigeants français et ceux qui sont installés en Afrique pour veiller précisément au maintien des intérêts français sur le continent africain. Et un des instruments, c'est l'économie. Bolloré a été un sous-traitant de ce qu'on a appelé les OPEX, donc les opérations extérieures françaises en Afrique. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que dans les zones où la marine française n'opérait pas, c'est Bolloré qui est le sous-traitant de l'armée française, y compris à l'extérieur du continent africain. Donc, il y a une distinction à faire entre l'État français, avec un certain nombre d'intérêts, et la justice française qui, précisément sur le plan constitutionnel, a son indépendance ou la revendique. C'est pour ça que votre question demande de la subtilité dans l'analyse. C'est vrai, la justice française aujourd'hui condamne. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, ça fait bientôt 25 ans, à la faveur justement du travail d'activistes, à la faveur du travail d'historiens, à la faveur d'Africains qui se sont engagés sur cette question, ou de Français comme François-Xavier Verschave et son association Survie, eh bien, il y a eu commencé à avoir en France une prise de conscience sur la question de la France-Afrique. D'autant plus qu'une guerre comme celle du Cameroun avait été cachée en France pendant longtemps, parce que celle de l'Algérie avait déjà fait trop de dégâts.
Et ensuite, on considérait des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique comme des pays stratégiques, notamment pour la géopolitique française, donc son positionnement, sa puissance et sa présence en Afrique, mais surtout, justement, pour ces intérêts français qui étaient caractérisés, comme je l'ai dit dans les accords, par des substances minérales stratégiques ou tout au moins pouvoir disposer de ces économies-là. Alors, Bolloré, quand il est condamné, enfin tout au moins quand Bolloré est attrait devant la justice aujourd'hui, ça me fait penser à l'affaire Elf. Il y a quelques années, Guingassa, c'est la justice française qui a commencé à fourrer son nez dans les affaires qui concernaient la France sur le continent africain. Parce que les Taralo, les Maurice Robert, ceux qui ont installé Elf au Gabon, au Congo, sont précisément ce qu'on appelait le clan des Camerounais, ceux qui venaient du Cameroun, qui avaient été administrateurs coloniaux au Cameroun. Ils ont été désignés ambassadeurs au Gabon et présidents de compagnies pétrolières au Gabon et au Congo. Donc, ce que je dis concernant Bolloré, ce n'est pas simplement de, comme on dit entre guillemets, de raconter ma vie sur le plan historique, c'est pour qu'on ait un arrière-plan. Parce que l'histoire, c'est quoi? Ce n'est pas simplement s'intéresser au passé, mais c'est de résoudre les énigmes du présent à la lumière du passé. Et que précisément, quand la justice française s'y intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes juges français qui ne sont plus liés à ces collusions-là, qui ne veulent plus, en France, que la France soit engagée en Afrique par le biais, justement, de cette logique france-africaine, où, quels que soient les bords politiques, gauche ou droite, on préserve les intérêts de la France. C'est pour ça que sous Mitterrand, sous Sarkozy, sous Hollande, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, les mêmes intérêts français ont été préservés de la même manière. Les opérations homo, d'assassinat d'opposants ou de coups d'État concernant des chefs d'État qui n'étaient plus accommodants ont été faits de la même manière de De Gaulle et concernant l'ensemble des présidents français. Macron, comme Sarkozy, a voulu faire de la rupture, entre guillemets. Mais Bolloré reste toujours un acteur. Parce que Bolloré, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un sous-traitant des OPEX, des opérations extérieures françaises en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a les bases militaires, mais il y a aussi des opérations, la projection des forces françaises en Afrique. Et que précisément, dans le cas de la corruption au Togo et en Guinée, il s'agit de la caractérisation de ce que Joël Didier a évoqué tout à l'heure. C'est le lien fondamental dans la France-Afrique entre les chefs d'État et les dirigeants français, mais aussi avec un certain nombre d'intermédiaires, dont Vincent Bolloré. Songez que dans un pays comme le Cameroun, le président de la République n'a jamais reçu le moindre président du patronat, donc qu'on appelle le JICAM. Jamais. Aucun investisseur camerounais, aucun patron de banque, aucun milliardaire camerounais au sens de ceux qui investissent n'ont jamais été reçus par le chef de l'État au Palais de l'Unité à étudier, tout au moins publiquement. Jamais. Mais Bolloré a porte ouverte au Palais de l'Unité systématiquement. Systématiquement. Vincent Bolloré est reçu dans tous les palais africains quand il le souhaite et comme il le veut. Donc, ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est que la justice, par son indépendance, fourre son nez dans un système qui s'appelle la France-Afrique. Et qu'en Afrique, on ne peut pas, puisque la justice est une autorité, elle n'est pas un organe indépendant, même s'il y a souvent des velléités d'indépendance et des expressions d'une indépendance de juge, mais il n'y a pas d'indépendance de manière générale de la justice dans les pays qui relevaient de ce qu'on appelait le précaré français, dont notamment le Cameroun. Donc on ne peut pas imaginer que Vincent Bolloré, puisqu'il faut parler de la Camraille, puisse être condamné facilement et justement au Cameroun. Donc on va trouver un sous-fifre, donc comme le conducteur d'un véhicule qui avait été caractérisé par la justice précisément comme un véhicule défaillant. C'est-à-dire que si vous conduisez un véhicule, j'appelle le train un véhicule, puisque c'est... On a bien compris, oui. Voilà. Si vous conduisez un véhicule, Guingassa, qui n'a pas fait l'objet d'une visite technique, et que lors de l'expertise, donc d'une enquête, on découvre que ce véhicule a des défaillances techniques, ce n'est pas le chauffeur qui est condamnable, c'est l'entreprise. Donc, les responsables de l'entreprise, c'est Vincent Bolloré. Donc, j'ai parlé de la France-Afrique pour que nos téléspectateurs de Diaf TV comprennent très bien de quoi il s'agit, avec l'arrière-plan historique. Donc, quand on va ouvrir le procès de Bolloré, et je salue cette juge-là d'avoir eu le courage
C'est cela, conquérir ses libertés et son indépendance. De ne pas accepter le deal qui était convenu, mais d'aller vers un procès qui, comme l'affaire Elf, va révéler ces collusions et mettre au jour ce que on a toujours moqué, les activistes, ceux qui sont panafricanistes, on a toujours moqué, entre autres, nous autres qui nous engageons sur ces questions. Mais quand il y a un procès comme celui-là, des résultats, ce n'est pas à nous qu'on attribue les lauriers. Non, on ne veut pas ces lauriers-là. On veut la vérité et la justice concernant la France-Afrique. J'insiste sur la France-Afrique pour que le cas de Bolloré, que les uns et les autres puissent analyser ça de façon beaucoup plus objective avec un arrière-plan historique. Merci donc pour cet éclairage dense, intense. Je voudrais donc proposer à présent que nous passions à la première partie de notre rendez-vous de cet après-midi qui consacre donc les dépenses de construction du stade Olembe au Cameroun et d'une manière générale des constructions des infrastructures chez nous au Cameroun. Je vais donc demander à Joël Didier Ngo, qui nous a suivis, s'il a une question sur ce qu'a dit Abdelaziz, qu'il peut bien revenir dessus. Mais avant, je voudrais donc lui adresser déjà ma question. Alors, Joël Didier Ngo, l'affaire enfle sur les 50 milliards de plus que souhaite avoir McGill, qui a pris donc à la suite de la rupture de contrat entre le gouvernement du Cameroun et Piscini, le groupe Piscini, qui avait donc la charge de la construction du stade, enfin, du complexe sportif de Yaoundé, notamment du complexe d'Olembe. McGill donc à la recherche de 50 milliards de francs CFA. Et cette information qui a fuité, ou alors qui finalement est arrivée sur la place publique, ne cesse d'enfler et de faire jaser. Les Camerounais ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez compris, vous qui avez donc suivi, je suppose, à la fois Xavier Vandor, qui était venu expliquer ce qu'il en était clairement sur les plateaux de BNews, et je suppose que vous avez également suivi la sortie du groupe Piscini il y a 2 jours, qui expliquait qu'ils sont toujours disposés à poursuivre les 10%, n'est-ce pas, restant des travaux du complexe d'Olembe. Je voudrais donc vous passer la parole pour prendre donc vos commentaires sur cette actualité qui fait la une des médias au Cameroun en ce moment.